Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous. Et puis, on va démarrer. Merci Olivier, ça fait plaisir de te retrouver pour cet ultime webinaire consacré au livre Le Passeur. Donc, ça fait suite au dernier webinaire qu'on avait organisé en novembre de l'année dernière. Et puis le temps a passé et on s'est dit, tiens, il y a plein de personnes qui nous ont dit, ça serait bien que vous nous fassiez encore un webinaire. Et donc, on vient raconter la suite de l'histoire. À la fin du webinaire, voilà, on pourra vous faire une annonce avec Olivier. On envisage les suites, non pas du livre, mais de cette série de podcasts. Donc, voilà. Olivier, je te donne la parole, peut-être, pour présenter. Donc, Ouais. l'idée, on est parti jusqu'à 1h30 à peu près ensemble. Donc, voilà, on fera en fonction des questions et donc des sujets qui seront mis sur la table. Donc, je te laisse la parole et après, je rebondirai au fur et à mesure de tes propos. Voilà. Ouais. Merci Stéphane, bonsoir à tout le monde. On s'était arrêté en novembre de l'année dernière, donc ça fait déjà 10 mois, sur, on va dire, la fin de la transformation, en tout cas du projet de transition inhérent à la station de Métabier. Et donc, j'ai juste un petit rappel pour situer où on est dans cette aventure qui concerne à la fois une organisation, donc une organisation, c'est la station de Métabier, et un territoire, c'est celui du Haut-Doubs. Donc, la première étape de cette aventure, bah, c'est la transformation à l'intérieur de l'organisation même, donc qui se déclenche par un questionnement sur un investissement lié au ski et qui questionne l'amortissement, la faisabilité technique, financière face aux aléas climatiques, un diagnostic interne qui nous a amené à dire qu'il y avait peu de chances qu'on puisse amortir certains investissements. Et ça débouche sur deux renoncements. Le premier, c'est de ne plus investir lourdement sur les remontées mécaniques, donc de se contenter de la maintenance. Et ça, on peut le faire grâce aux compétences de maintenance qu'on a en interne à la station. Et le deuxième renoncement, c'est celui de la diversification, c'est-à-dire que on constate que finalement, il n'y a pas de solution toute faite à une fin du ski, parce que c'est pas de moins de ski dont on parle, c'est d'une hypothèse de fin de ski à l'horizon 2030-2035. Et ce renoncement à la diversification est peut-être encore plus difficile à avaler que le non-investissement sur des nouveaux matériaux. Donc à partir de là, la porte de sortie qu'on voit, c'est l'ouverture sur le territoire. Donc on est fin 2018 et à partir de ce moment-là, il y a deux enjeux. Il y a le premier, c'est de faire continuer à tenir une organisation qui est la station en, en faisant du en même temps, c'est-à-dire maintenir l'activité du ski tant qu'on peut, parce que ça reste une station de ski et c'est ce qui fait vivre encore l'organisation, et en même temps de s'ouvrir au territoire. Et c'est à partir de là où moi je change de casquette, c'est-à-dire que jusque-là j'étais à la fois directeur et cet animateur de la transformation en interne, et je deviens un animateur qui s'ouvre au territoire, donc dans une posture un peu bizarre, un peu intermédiaire entre l'organisation et le territoire, donc par la création de ce qu'on a appelé, nous, le pôle d'ingénierie, donc là où je prends une casquette d'animateur de territoire sans trop savoir d'ailleurs comment faire. Et donc, on avait parlé de cette mise en mouvement à l'échelle d'un territoire intermédiaire entre l'organisation et le grand territoire du Haut-Doubs. Quand je dis territoire intermédiaire, on va dire que c'est auprès des acteurs qui sont très dépendants de la station, mais qui ont quand même des activités qui vont un peu au-delà de la station. Donc, c'est un territoire un peu hybride. Et ça, je le fais pendant 2 ans, donc en 2019 et 2020. Et j'expérimente un processus qui est finalement le processus d'émergence. Je ne savais pas du tout à l'époque, mais c'était ce constat que quand on injecte de la contrainte forte dans un système, il y a des acteurs, il y a des parties prenantes qui les prennent comme des opportunités à inventer quelque chose. Donc, et moi, je me suis porté
me suis mis à leur service pour faire émerger des projets. Donc ça, c'est 2019-2020. Et 2021, c'est une année charnière où on prend conscience que finalement, on a développé une méthode. Enfin, j'ai développé une méthode. C'est aussi d'ailleurs, je crois, à cette époque-là où Stéphane, on se rencontre, où c'était Ouais, 2020, tout à fait, ouais. Enfin, ouais, 2020-2021. 2020, ouais. Donc, on commence à échanger aussi sur ces processus. Toi, spécialiste de la dynamique des systèmes, moi qui découvre ces sujets-là, le mot complexité ne faisait pas partie de mon lexique. Donc, voilà, je découvre tous ces aspects-là. Et ce qui nous permet de dire, ah ben, on va continuer dans ce sens-là. Et 2021, c'est une année où on saisit aussi une opportunité très précieuse. C'est l'État qui met en place un dispositif qui s'appelle Avenir Montagne Ingénierie, qui nous permet d'avoir de l'argent pour recruter quelqu'un qui va venir m'aider à déployer cette ingénierie sur le grand territoire, le Haut-Doubs. Non seulement m'aide à le faire, mais en plus légitime l'organisation que l'on est à le faire. Parce qu'en fait, juridiquement, on n'avait rien à faire là. Donc, ça nous permet de nous positionner, je veux dire, juridiquement et de manière institutionnelle au service du territoire. Et comme souvent dans cette aventure, il y a ou des coups de bol ou des synchronicités, ou je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est là que je rencontre Claire Leboisselier, fin 2021, qui a dans sa boîte à outils plein de méthodes d'intelligence collective, qui s'est formée à la fresque du climat, qui vient du monde de la culture, donc très intéressant, et qui, comme par hasard, vient dans ce pays, dans le village à côté de Métabier, et qui rénove la grange de son grand-père, puisqu'elle a des attaches familiales ici. Donc la probabilité de trouver quelqu'un comme ça, avec de telles compétences, en plus quelqu'un qui s'ancre dans le territoire, était très, très, très mince, mais pourtant ça s'est fait. Et donc elle prend ce poste naturellement à partir de 2022. Et elle commence en fait ce que moi j'avais fait à l'interne de mon organisation, c'est-à-dire un diagnostic, on peut le dire, holistique, donc essayer de construire une représentation systémique des interdépendances entre les sujets à l'échelle du territoire du Haut-Doubs. Donc pour ça, elle fait une 60aine d'entretiens. Donc l'avantage de cette démarche-là, c'est qu'on avait les moyens, on avait du temps. Et le facteur temps est un élément hyper important, hein. Donc cette phase, et ce luxe d'avoir du temps, d'aller au contact d'une 60aine de personnes sur le territoire. Bon, c'est un territoire qui fait 65 000 habitants, 5 communautés de communes, donc c'est pas un petit territoire non plus, hein. Donc voilà, mais c'était très précieux. Donc là, Claire, elle engrange un matériau qui est super, super intéressant, à la fois dans son contenu, mais aussi dans la manière dont les gens expriment leur vécu, leur réalité. Et tout ça, ça consolide vraiment des éléments de récit qui constituent le récit de cette économie du tourisme sur ce territoire à ce moment-là. Ce qui permet en fait aussi de bien positionner quels sont les enjeux de cette économie. Et on se rend compte que finalement, sur ce territoire-là, ce n'est pas tant l'économie en tant que retombée financière qui est important. Cette économie-là a un rôle de cohésion territoriale qui est hyper important dans un territoire où il y a des mixités de population entre frontaliers, gens qui travaillent localement, une forte identité agricole. Enfin voilà, on a un territoire qui est très, très mélangé, et le tourisme, qui finalement est aussi une économie de loisirs, est un vecteur identitaire fort et de cohésion territoriale. Donc on vient chercher quelque chose de très ancré, de très profond. Ce n'est pas tant le volet économique qui est important ici, c'est plutôt le volet socio-économique, on va dire ça comme ça. Et donc, à partir de cette matière-là, on est équipé pour faire ce fameux changement d'échelle, ce passage à l'échelle, qui pour l'organisation que moi je dirige encore à ce moment-là, est vital, puisque sur notre périmètre, il n'y a pas de solution. On sait qu'on va décroître, même si ce mot-là, on ne l'utilise pas, mais c'est ce que les chiffres, les prospectives racontent. Et donc, ce qui veut dire que si on décroît financièrement, on décroît en masse salariale. Et forcément, voilà, qu'est-ce qu'on fait des salariés? Quelles sont leurs destinées? Donc, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que si on s'arrête sur notre périmètre, on ne trouvera pas de solution.
Et et puis, on pardon, fermera. pardon, Oui, excuse-moi Olivier, et il y a aussi l'enjeu de l'amortissement, c'est-à-dire qu'en fait, l'infrastructure aujourd'hui est dimensionnée pour un volume d'affaires. Et il faut entretenir ces remontées mécaniques, il faut entretenir donc le matériel. Donc il y a bien entendu la partie humaine, ressources humaines, qui est fondamentale, puisque la vie dans les territoires vient de là. Mais à un moment donné, les modèles économiques tiennent plus parce qu'ils craquent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir une maison qui fait 500 mètres carrés si on est deux habitants dedans, quoi. voilà. Et donc on sait qu'on va devoir à un moment donné s'alléger. Bon, c'est ce qui viendra un peu plus tard en 2024, je vais y venir, mais oui, voilà. Donc on a effectivement besoin de cette ouverture. On a besoin du territoire, en fait, pour garder ce que la station représentait aussi dans le territoire, hein, puisqu'il y a un attachement quand même à ce pôle, un héritage, quelque chose qui est ancré dans l'identité du territoire. Donc, sa raison d'être est toujours là, mais sans le ski, de toute façon, si on ne fait rien à côté, ça fermera tout bonnement. Voilà, comme on a pu le voir récemment sur certains territoires des Alpes où des stations ferment et il ne se passe plus rien derrière. Voilà. Donc, donc nous, on a voulu et on a tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc on a ouvert sur le territoire et donc à l'issue de cette phase de diagnostic qu'a opéré Claire Le Boisselier, on avait de la matière, mais l'enjeu, c'était justement d'asseoir cette méthode qu'on avait expérimentée dans l'organisation et dans le territoire proche de l'organisation, de le faire à l'échelle du territoire du Haut-Doubs. Et là, pour moi, les trois défis je le dis maintenant de manière rétrospective, mais les trois défis qui me semblaient cruciaux, c'était un, de maintenir notre méthode, et ça n'a pas été facile. Deux, de passer le relais du leader, ce qu'on appelle le leader situationnel. C'est-à-dire que moi, on va dire que dans mon organisation, c'était moi le leader. J'avais à la fois le rôle de leader et de passeur et d'animateur de cette transformation. Dans ce moment un peu charnière de organisation plus ouverture territoriale proche, c'était le leader situationnel, c'était Philippe Alpi, qui était à la fois président du syndicat qui porte la station, mais aussi conseiller départemental de ce canton. Et puis, sur le territoire beaucoup plus large, là, il n'avait pas de légitimité, parce que déjà, son canton ne couvrait pas tout. Et puis, on avait aussi une structure de pays qui porte notamment le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, le plan climat, etc., enfin, qui a cette mission, cette compétence d'animation territoriale de pays. Qu'il était impossible de mobiliser au moment où on en avait besoin. Mais là, on avait absolument besoin de ce passage de relais. Donc, on a ce défi de transfert de leader situationnel. Et puis, le troisième défi, c'était de bouger les acteurs sur l'ensemble du territoire parce que sur un territoire qui est polarisé sur une organisation, une économie qui est structurée, qui est polarisée sur notamment une station, mais ça peut être, vous pouvez faire le parallèle sur d'autres économies avec des gros centres de profit qui finalement créent des interdépendances très fortes avec des petits acteurs qui en bénéficient. En fait, vous dites du jour au lendemain, ce gros pôle, en fait, il va disparaître. Pour autant, les petits satellites ou ceux qui sont vraiment éloignés, déjà, ils n'y croient pas et ils ne voient pas forcément l'intérêt de se bouger. Et on n'anticipe pas forcément cette difficulté-là et en fait, de motiver les autres à se bouger. Donc, je vais juste détailler un peu les trois et illustrer un peu ces trois freins qui, pour moi, sont un peu des étapes clés un peu dans ces réussites de passage à passage à l'échelle. l'échelle. Ouais. Donc, premièrement, c'est cette méthode. Et pour moi, dans ce qui faisait le cœur de notre méthode, c'était cette idée que les solutions émergent des acteurs de terrain au plus près du terrain et ne sont pas descendantes. Et que pour cela, il faut autoriser des espaces de création, des espaces d'innovation qui ne soient pas sous le contrôle notamment du décideur dans une organisation. Donc moi, dans mon organisation, je jouais sur les deux casquettes. Un coup, j'étais directeur, un coup, j'étais animateur. Et sur le territoire, c'est l'élu qui, à un moment donné, doit dire non, mais là, je laisse faire. En fait, je laisse faire. Donc, c'était d'autoriser ces espaces de travail, ce que j'appelle des marges
mais qui sont des marges connectées. Donc, ce n'est pas des trucs satellites qui se font dans un coin entre gens qui pensent la transition, etc. Non, ce sont vraiment, il y a des connexions permanentes entre ces espaces de travail. Et là, le défi, ça a été vraiment de le faire accepter pour anticiper. En fait, j'avais déjà animé une réflexion sur les enjeux des métiers, parce que j'avais cette légitimité, en fait, en tant que membre de l'Office de tourisme, d'aller plaider en disant, ben, moi, j'ai un vrai problème de métier. Que deviendront mes salariés quand il n'y aura plus de ski? Donc, j'avais ouvert ce chantier-là, ce qui m'avait permis déjà de faire se rencontrer des acteurs qui ne se connaissaient pas, puisque quand on est à la station, on ne connaît pas forcément les gens qui travaillent à 30 km et qui font partie du même territoire finalement. Et donc de préparer un peu les esprits pour avoir une réponse à ce qui est arrivé finalement. C'était le président du pays qui dit « mais moi je ne veux pas de ces espaces de liberté où vous allez phosphorer, vous allez imaginer des trucs et puis vous allez revenir vers nous en nous demandant de l'argent. » Et donc là, c'était bien parce qu'on avait déjà acté des choses, ils avaient déjà fait des choses, notamment des mutualisations de postes, de comptabilité, je te file un module de formation, puis machin, voilà. Et en fait, ce dont témoignaient les acteurs qui avaient déjà expérimenté ça, donc des acteurs privés, hein, c'est dire mais on n'a pas besoin d'argent public en fait. Ce dont nous, on est des professionnels, on est des entrepreneurs, donc on a besoin, on sait investir si on a les bonnes données pour anticiper le risque. Ce qu'on a besoin de sentir dans cette phase d'incertitude qui s'ouvre, c'est qu'on fait partie d'un projet collectif. Et ça repositionne vraiment le leader à une position qui n'est pas super confortable, parce que c'est plus facile de mener des projets d'investissement, d'être dans le côté je déroule un plan d'action, et voilà, que de dire on attend de moi en fait que je sois à l'écoute de propositions qui viennent du terrain et que je mette tout ça en cohérence, ou en tout cas que je vois la cohérence que ça fait par rapport aux problèmes que j'ai et que je sois le porteur de ce nouveau récit qui émerge. Et ça, c'est très nouveau. Donc, c'est très inconfortable. Et donc, je passe à l'aspect effectivement d'autorisation de ces marges par le leader. Et là, c'est mon président Philippe Alpi qui a joué le passage de relais auprès du président du pays en disant, je me souviendrai d'une formule, c'était de dire, le président du pays s'appelle Patrick Jean, et il lui a dit, j'ai fait un repas, hein, c'est laisse Patrick, c'est fécond. Voilà, c'était vraiment laisse Patrick, c'est fécond. Et tant que cette idée n'était pas vraiment installée, mon président jouait toujours le franc-tireur dans les comités de pilotage pour veiller à ce que le contrôle de l'élu sur ce qui était produit dans ces marges-là ne se fasse pas trop fort. Un élément de blocage également sur la méthode, c'est les experts. Moi, en interne à l'organisation, je n'ai jamais fait appel à des experts. J'ai pris ma casquette d'expert climatique pour construire les diagnostics, etc. J'ai pris mes compétences en business, etc., pour faire des plans d'affaires. Je n'ai jamais pris un consultant extérieur, pas parce que je ne le voulais pas, parce que je me disais c'est trop dur, je ne sais pas où je vais, et moi, si je ne sais pas où je vais, je ne laisse pas les clés à un expert extérieur. J'ai trop peur. Et en fait, on se rend compte, alors, Avenir Montagne Ingénierie nous donnait des moyens d'ingénierie, mais également l'opportunité d'avoir des bureaux d'études. C'est par ce biais-là, d'ailleurs, qu'on a pu recruter Synergie et Développement, donc Stéphane et son équipe. Donc, c'était les seuls câblés en approche dynamique des systèmes, complexité. Mais on a eu des bureaux d'études classiques, je dirais, en mode problème-solution. Et ça a été vachement difficile, en fait. On a beaucoup plus ça nous a pas apporté grand-chose, finalement, sinon des difficultés. En même temps, ça nous a permis de nous cautionner un petit peu par rapport à l'État aussi, parce que en fait, on se rend compte dans ces démarches que tout le monde est dans l'inconfort. Et que dès qu'on va travailler sur les méthodes, en fait, vous avez toute une armada d'aide à la décision, de conseils, qui n'est absolument pas formatée pour ce genre d'approche. Et moi, je trouve que c'est le frein le plus fort, en fait, dans ces démarches de transformation. Aujourd'hui, je le déploie sur d'autres territoires. Il y a un collègue, Christophe, qui est là, qui
sais de quoi je parle dans les Pyrénées, où voilà, on a des injonctions méthodologiques qui ne sont pas du tout adaptées à la complexité des sujets, et c'est normal en fait. Mais voilà, donc on avait ce frein-là. Et puis un des derniers freins, comme je le disais, c'est comment on motive les acteurs de terrain pour rentrer dans cette dynamique-là. Et alors, bon, il y a effectivement, pourquoi est-ce que je vais me bouger? J'ai accompagné par exemple une abbaye cistercienne qui est à 45 km de la station, un bijou potentiel, mais les gens ne voyaient pas pourquoi il fallait revoir la muséographie. Eux, c'était bien pour eux. En fait, ils étaient au 10e de leur potentiel, mais ils ne voyaient pas l'intérêt. Donc, bon, on a travaillé, on a réussi à mettre en place des choses. Il y a aussi des blocages, des fois très étonnants. Dans la communauté, dans le groupe de travail sur les métiers, à un moment donné, on fait émerger le besoin d'une ingénierie spécifique pour mettre en place le projet qui a émergé par les socioprofessionnels. Et là, je leur dis, il y a des moyens, il y a des sous, il y a des sous, il y a des subventions. Et là, les acteurs privés disent, non, nous, on ne veut pas d'argent public. On ne veut pas parce que c'est pas normal, on dépense de l'argent public à tort et à travers. Nous, les acteurs privés, on sait dépenser notre argent. J'ai dû quand même dire, mais vous savez, de l'argent public, il y en a beaucoup qui est dépensé, pas beaucoup d'efficacité. J'avais des exemples concrets sur le territoire, donc ça les a un petit peu. Mais je m'attendais absolument pas à ce blocage-là, et heureusement, ils ont débloqué. Et là, maintenant, ils ont eu des subventions pour 3 ans d'ingénierie, donc ils peuvent dérouler leur projet. Et puis, il y a des blocages que j'ai vus. Que moi j'avais vu en interne et qui sont vraiment la peur panique. En fait, la peur panique face à ce qui arrive, et ça je l'ai vécu notamment dans le groupe de travail sur le ski de fond, qui est un des pans identitaires forts du territoire, où une fois que les acteurs de terrain qui gèrent les sites ont pris conscience que eux aussi, leur viabilité était remise en question, pareil, à l'horizon 2030-2035, la première chose qu'ils ont dit, c'est il faut vite prévenir nos élus. Et là, je leur ai dit non, s'il vous plaît, non, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez poser une problématique auprès d'un décideur qui ne peut sociologiquement pas répondre à cette problématique parce que lui, il est obligé de défendre ce système et de le protéger. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, vous allez le piéger. Vous allez le piéger et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, voilà, on va dire, on va faire de la neige de culture sur tel site et vous allez avoir des aberrations qui vont se mettre en place. Donc, ils ont pris conscience de ça et je leur dis maintenant, moi, je vous laisse un petit peu digérer les mauvaises nouvelles et vous revenez avec, en fait, ce qu'on observe, avec des intuitions. Des intuitions de gens qui se disent, moi, je connais mon terrain, j'ai compris les enjeux, et j'ai l'intuition que ce site-là, mon activité, peut devenir ça, ou ça, ou ça. Et quelques semaines après, ils revenaient avec parfois des intuitions qui étaient difficiles, mais qui étaient réelles, c'est-à-dire, dire, en fait, après le ski de fond, il n'y aura plus rien. Et ce qui est très marquant, c'est que moi, je leur dis, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et là, ils me disaient, mais on a le droit de dire qu'il n'y a plus rien après, parce qu'on nous dit qu'il faut absolument remplacer. En fait, on a un système global qui ne supporte pas le vide, qui ne supporte pas l'inconnu, l'incertitude. Et donc, il vous dit, il faut faire de la diversification. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Et ils voyaient bien que ça ne marchait pas. Donc, de dire, ah waouh, donc on est cool, on fait ce qu'on peut. Et par contre, on s'ouvre au territoire et puis on saisira des opportunités. Voilà. Donc, c'est ces blocages-là. Et une fois qu'on a réussi à installer ces choses-là, non sans mal, on a eu un moment, je pense, pour moi, un moment clé, et je te laisserai la suite parce que tu as été plus acteur, parce que moi, à partir de ce moment-là, j'ai plus été en appui auprès de Claire pour justement continuer à activer les tensions pour qu'on ne s'arrête jamais d'être dans l'approche systémique et puis de croire qu'on est arrivé. Mais après, c'est plus Stéphane et surtout Claire qui a mené la dynamique. Et je pense que le moment charnière, c'est l'atelier de co-développement en avril 2023, donc voilà, qui a réuni une centaine de personnes et qui, à partir de là, a permis de démultiplier la méthode et les émergences. Je te laisse poursuivre, Stéphane.
Ok, merci Olivier. Il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles je vais revenir en fait, hein, sur ce que tu as dit. Il y a la question du leader. Effectivement, le leadership, la problématique à laquelle tu étais confronté, Olivier, c'est d'être légitime dans un périmètre de responsabilité qui était la station, le tremplin de saut à ski, Philippe Alpi, donc du coup dans le canton, comme tu l'as décrit. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as évoqué, ce, ce projet ne pouvait pas avoir de sens s'il n'était pas élargi au bassin de vie. Et là, se pose la question de la légitimité institutionnelle, c'est-à-dire que je peux très bien décider, prendre mon bâton de pèlerin et décider d'avancer, de mobiliser les acteurs, etc. À un moment donné, il doit y avoir il y a des réglementations qui doivent être appliquées, il y a un cadre juridique qui doit être respecté, et ce cadre fait partie des blocages qui, si on ne les anticipe pas, eh bien, verrouillent complètement le projet. Alors que ce que tu as bien fait, c'est que tu as utiliser ce cadre-là comme une base de contraintes. Et du coup, tu as cherché des options pour pouvoir finalement t'en affranchir. Et je me souviens très bien de cette réflexion qu'on avait eue sur qui est en capacité de porter la légitimité de ce projet-là. On a fait une réunion de travail en équipe et on s'est dit, bon, effectivement, incontestablement, c'est le pays qui était sous-doté en effectifs, qui n'avait pas la technicité nécessaire. Et du coup, il y a une hybridation, c'est-à-dire que le pays a accepté de reprendre le leadership d'un point de vue formel, officiel. Et grâce à Avenir Montagne et le dispositif que vous avez mis en place avec Claire, vous avez financé de l'ingénierie et donc, du coup, apporté la méthode. Donc, il faut trouver des articulations dans un système qui préexiste et qu'on ne peut pas révolutionner du jour au lendemain. Il faut trouver des astuces pour ce faire. Donc, ça, c'est un point sur lequel je souhaitais revenir. Un deuxième point, c'est les experts. Effectivement, alors nous, on était experts, mais de l'approche systémique et de l'émergence. Donc, du coup, on était forcément alignés avec ta vision du sujet. La difficulté dans un monde compliqué, c'est que on découpe les sujets, donc c'est ce qu'on appelle le réductionnisme, hein. On découpe les sujets en petits bouts et on confie chacun des petits bouts à des experts qui ont des années, des années, des années de connaissances qu'ils ont accumulées grâce à d'autres experts qui sont passés avant eux. En fait, les experts sont des experts du passé. C'est Philippe, voilà, un collègue, confrère, qui l'exprime comme ça, et je trouve la phrase très, très juste, c'est-à-dire qu'un expert ne peut être expert que du passé, donc des connaissances acquises au fil du temps. Et tandis que nous, le travail que l'on mène, c'est un travail de prospectiviste, c'est-à-dire on est designer du futur et au présent. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur... alors, bien entendu, il y a l'expérience qu'on a, et puis la, comment dire, la connaissance scientifique, malgré tout, en sciences humaines, notamment dans le domaine de l'approche systémique, l'école Palo Alto, etc. Mais notre capacité principale, ou notre compétence principale, c'est de faire avec l'inconnu et de construire au présent à partir de projections et de prospectives. Et du coup, il y a vraiment une dissonance cognitive quand on discute avec un expert qui, lui, doit s'appuyer sur un référentiel existant, des connaissances existantes, qui est de plus en plus mis dans des silos, puisqu'en fait, on a professionnalisé l'expertise et donc, du coup, chacun intervient dans son silo et donc a du mal à communiquer. Dans un monde VUCA, on avait abordé ça lors de précédents webinaires. Donc, VUCA pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Il y a la volatilité de l'information. Donc ça, c'est une chose. Il y a l'incertitude, donc on en parle beaucoup, l'incertitude, elle nous stresse suffisamment. Aujourd'hui, elle est relativement visible. Il y a la complexité, c'est-à-dire l'interconnexion entre des informations, des éléments, des hypothèses. Et donc, quand il y a une hypothèse qui bouge, ça fait potentiellement bouger une autre hypothèse. Et puis, il y a l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, c'est la difficulté, s'exprime sous la difficulté qu'ont les experts à utiliser un référentiel commun, une même sémantique, un même langage, mais pour parler de choses très, très différentes. Et plus les experts sont spécialisés dans un domaine, plus ils vont avoir de la difficulté à communiquer sans même s'en apercevoir. Et c'est la problématique. Donc, et donc, il faut mettre en place des méthodes, des passerelles pour faire travailler ces experts ensemble. Et l'astuce qu'on avait trouvée, qui était, on va dire,
qui a contribué à la réussite de la démarche, mais qui aurait pu être, voilà, qui n'a pas complètement produit tous les fruits qu'on attendait, c'était on s'est enfermé 3 jours en équipe dans un gîte en montagne avec l'équipe projet qui était constituée notamment d'experts dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du tourisme. Et l'idée, c'était ensemble qu'on apprenne d'une part à se connaître, à se reconnaître aussi, et donc se respecter ses expertises respectives, et puis qu'on puisse créer un socle commun, un réservoir sémantique, comme le dit notre collègue Amine Belemli. Donc un réservoir sémantique qui nous permette de finalement créer des points d'ancrage sur lesquels on va pouvoir discuter, donc réduire l'ambiguïté et progressivement faire en sorte que les embryons de méthodes qui sont connus chez Olivier Erard et puis chez l'équipe de Synergie Développement ben, puissent être à leur tour connus par ces différentes personnes qui peuvent intervenir en expertise. Et donc voilà. Après, il n'y a pas de mystère, on est dans un cadre aussi contractuel, commercial, dans lequel les experts, ils interviennent avec un nombre de jours, avec un cahier des charges, avec des livrables qui sont préidentifiés. Et notamment dans le cadre de la commande publique, ça pose aussi des difficultés parce que quand l'expert s'aperçoit qu'en fait, il n'avance pas de son point de vue par rapport à ses habitudes de travail, eh bien, il va chercher, il stresse un peu et puis il va chercher à se remettre sur des basiques et finalement produire des livrables tout à fait classiques, des analyses tout à fait classiques qui ne correspondent pas aux besoins du projet. Donc, c'est tout un jeu d'élastique en permanence, c'est de tirer sur l'élastique pour faire en sorte que les acteurs changent un peu leurs pratiques, sortent de leur zone de confort. Et puis, il faut faire attention que l'élastique casse pas. Et à un moment donné, il faut relâcher la bride et puis autoriser l'expert à revenir dans sa zone de confort parce qu'autrement, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est ce jeu-là en permanence, quoi. Voilà. Par rapport au troisième sujet, c'était embarquer les acteurs sur le territoire, effectivement. Et donc là, ça me permet de faire un lien avec ce qui s'est passé de ce collège stratégique. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Olivier, ou réagir? Non? Ok. Euh, Peut-être juste un point de méthode. Je vais partager mon écran du coup. Euh, Ce que je partage à l'écran, c'est une comparaison entre deux processus de gestion de projet. Un processus de gestion de projet qui est très connu et très classique, qui s'adresse aux projets compliqués. Donc, où on va d'abord faire une phase de cadrage, une phase de diagnostic, ensuite on va prendre des décisions et planifier la réalisation, on va réaliser et donc engager beaucoup de moyens financiers à ce moment-là, et ensuite clôturer le projet. Donc ça, c'est la démarche classique. Mais tu parlais d'émergence, Olivier. L'émergence ne fonctionne pas dans ce schéma-là. L'émergence, il faut en permanence la stimuler, guetter les signaux faibles, voir si ça prend, et puis lancer des projets. Donc on est plutôt sur la démarche du dessous, donc les projets complexes, avec une première phase d'émergence du cadrage. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas exactement quel est le problème, on ne sait même pas où on veut aller. Et donc, on a besoin d'une certaine phase, un SAS qui peut prendre plusieurs mois, dans lesquels on va se dire, OK, c'est quoi mon problème? Il faut que je le comprenne. Donc, on va aller réunir des données, on va discuter avec des acteurs, on va tester des choses aussi directement. Et puis, ça va nous donner d'autres résultats. Et donc, jusqu'à un moment où on se dit, OK, bon, la problématique, on l'a bien compris. Et puis maintenant, on voit le cap, il devient un peu plus clair. Et c'est probablement l'étape charnière dans laquelle vous êtes arrivé quand vous avez acté de la fin du ski à l'horizon 2030-2035. Vous avez dit, OK, bon, concernant la station, l'horizon, il est certain, il devient certain. Et donc, du coup, sur la base de ces hypothèses, on élargit le cadre et à ce compte-là, on a redémarré ensemble dans une phase d'émergence du cadrage, mais dans un périmètre beaucoup plus large. Donc là, ça symbolise cette phase d'émergence qui se réduit progressivement. Et en parallèle de cette phase d'émergence, très très rapidement, on mène des actions. Et notamment, tu as parlé du groupe métier, de la commission métier, qui était là pour, avant même qu'on ait complètement compris le problème, avant même qu'on ait imaginé quel pourrait être le cap, on va se dire, de toute façon, à un moment donné, il va falloir s'occuper des métiers et on peut attaquer par là. Et donc, tu as lancé une action avec un groupe de personnes sur, OK,
Toi, tu es perchman aujourd'hui dans une station de ski ou mécanicien, mais mécanicien, c'est pas ta raison d'être. Enfin, mécanicien dans une station de ski, c'est pas ta raison d'être. Ta raison d'être, elle est plutôt liée à l'expertise de la mécanique en général. Et donc, cette expertise que tu as accumulée dans un environnement technique particulier qui est la station de ski, tu peux très bien l'utiliser dans d'autres contextes. Et puis, il y a des personnes qui souhaitaient aussi faire des transitions, etc. Donc, c'est une action, et cette action a été fondatrice, en fait, dans la suite, puisque ça a permis d'enclencher une mobilisation sur des aspects très concrets qui concernaient l'avenir des personnes qui étaient impliquées. Et donc, à partir de là, donc, il y a eu des actions, des expérimentations qui ont été lancées, et puis ça a nourri ce diagnostic stratégique, et progressivement, on est ensuite allé sur la phase bleue, là, qui est le passage à l'échelle des solutions qui sont adaptées et adaptables. On est toujours dans une démarche agile, mais progressivement, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Voilà. Euh, Peut-être si juste, je vais partager la suite. Dans les projets de transformation, pardon, dans les projets de transformation, alors culturelle, dans les organisations ou dans des territoires, comme ça a été le cas dans le Haut-Doubs, euh, l'expérience montre qu'il y a à peu près quatre grandes phases qui sont menées et qui sont inhérentes à tous ces projets. On a une première phase de cadrage, donc, où on fait émerger la démarche, donc comme je disais, qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an parfois. Et on a une autre phase qui démarre en parallèle, c'est la phase d'émergence de la transformation, qui s'appuie sur des expérimentations, puisqu'en fait, tout à l'heure, quand je parlais du groupe métier, des acteurs, mais la communauté des acteurs métiers, pardon, eh bien, c'est déjà une action qui est déjà elle-même transformatrice. Alors, à petite échelle, mais on a déjà des transformations, puisqu'on a des prises de conscience et on a déjà des changements de posture, voire même des changements de cap directement, alors même qu'on n'a pas posé le diagnostic global et on ne sait pas exactement où on va. Donc, toutes les actions qu'on va pouvoir mener dans cette phase d'émergence vont être déjà transformatrices. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'avoir fait un diagnostic complètement exhaustif et de savoir exactement où on va pour pouvoir enclencher les choses. Bien au contraire, dans l'émergence, il faut travailler de cette manière-là par aller-retour avec le terrain. Et puis, cette phase-là va se développer et progressivement, on va avoir une forme d'émergence de l'autonomie. C'est-à-dire que les acteurs vont apprendre la méthode. Ils vont l'apprendre formellement parce que certains vont être formés. Et puis, il y en a beaucoup qui vont l'apprendre de manière très inconsciente. Et c'est-à-dire que ne serait-ce que la manière dont on discute, on collabore dans une réunion d'intelligence collective, etc. Et donc, il y a des nouveaux réflexes qui vont se créer, des nouvelles pratiques. Et ces pratiques sont gages d'autonomisation. Voilà. Parce qu'en fait, comme tu le disais, ça ne peut pas être par le haut ou par l'expertise que des projets de transformation peuvent se dérouler. C'est impossible que ça fonctionne comme ça pour plein de raisons. Et donc, il est nécessaire de faire en sorte de développer très rapidement l'autonomie des acteurs, même si ce n'est pas parfait, même si ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a vu. Il faut arriver à pousser à la fois ces émergences et en autonomie. Voilà. Donc, on peut très bien aider ces émergences. C'est ce qu'on a fait en particulier. Mais ce qui est important, c'est de les rendre autonomes, même si c'est loin d'être parfait. Et puis, il y a une dernière phase qui se voit pratiquement jamais, qui est la phase de clôture de la démarche explicite de transformation. Et en fait, cette phase-là, elle est particulière parce que dans un projet classique, on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin. Dans un projet de transformation, en fait, à la fin, personne n'est conscient qu'il y avait un début, en fait. C'est-à-dire que la problématique du ski dans le territoire du Haut-Doubs et de la neige en particulier, eh bien aujourd'hui, c'est quelque chose qui cristallise un peu moins qu'il y a quelques années déjà. Mais il faudra parier que dans 20 ans, ça ne sera plus un sujet. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qui sera dans les bouquins, mais on n'aura même plus idée de l'attachement qu'on avait à la neige et au ski. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de démarche de transformation, parce que les repères changent complètement. Les personnes se transforment à l'intérieur, transforment leur référentiel, leurs éléments de culture. Et finalement, on pourra un jour faire une grande cérémonie pour se dire, ah bah tiens, le projet de transition est terminé. Mais il sera jamais terminé parce qu'en fait, une transformation est toujours un processus continu, alors avec des phases qui sont plus ou moins rapides et plus ou moins de grande ampleur. Et puis, est-ce que c'est nécessaire? C'est pas forcément nécessaire. Par contre, il y a à célébrer les petites victoires
au fur et à mesure. Pas forcément en grande pompe, parce que c'est un projet, comme tu l'as décrit dans ton livre, où il y a beaucoup de communication stratégique et informelle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que tout le monde soit au courant de tout. Ça, c'est important, parce qu'autrement, si tout le monde est au courant de tout, ça devient une information de premier plan, et donc du coup, ça cristallise tous les blocages. Au contraire, il faut agir finement, mais entre acteurs, quand on a fait une avancée, on peut tout à fait, célébrer ça progressivement. Voilà. Juste, Oui, vas-y. juste Stéphane, sur justement cette culture de transformation, effectivement, et cet aspect de la communication, en fait, alors tout à l'heure, j'étais encore au téléphone avec mon président, Philippe Alpi, et on se remémorait, parce que régulièrement, on se remémore tous nos bons moments, qui n'étaient pas que bons, mais on a tellement vécu de choses. Et en fait, entre nous, on avait cette expression, il faut cranter. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, une action qui est une petite action, en fait, on crantait. Alors, on crantait de différentes manières. Euh, Souvent, c'est les acteurs eux-mêmes. Il y a eu des films, par exemple, qui se sont réalisés à la demande des acteurs de terrain, que ce soit sur le ski de fond, sur les métiers. Et en fait, c'est autant d'occasions. On évoquait cette notion de réservoir sémantique, en fait, de transformer. En fait, ce qui change pour le leader, c'est ce qu'il raconte. Et c'est ce qu'on appelle le récit. Et ce récit, finalement, il va se transformer, comme tu l'as dit, sans finalement qu'on s'en aperçoive. Et ça sera le meilleur signe de réussite de la transformation, c'est qu'on s'en est pas aperçu, Tout à fait. mais il va changer au fur et à mesure que on va célébrer ces petites victoires, donc nous, ce qu'on appelait ces crantages, où on l'exprime de manière très diverse, très variée. Ça peut être une communication officielle, radio moquette, voilà, mais ça passe dans l'inconscient collectif, et donc voilà. Et le leader, lui, il est porteur de ce récit-là, et c'est lui qui est la voix du collectif, en fait. Donc c'est aussi un des rôles fondamentaux de l'élu pour un territoire ou du dirigeant pour une organisation. C'est la manière dont il parle du sujet est révélatrice de l'évolution du récit. Moi, je suis toujours très attentif aux conférences de presse sur des territoires où je vais, ou la manière dont les élus présentent un comité de pilotage. Et d'ailleurs, dans mes accompagnements maintenant, je veille à faire des éléments de langage pour préparer, pour cranter les différentes étapes qui ont été actées. Ouais, c'est clair que la partie stratégique de communication est fondamentale. Et en fait, dans ce métier-là, tout doit être réfléchi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prévoir, on n'a pas la connaissance exhaustive de ce qui se passe, mais par contre, on doit avoir le souci de. Et donc, c'est une vision holistique aussi au niveau du métier du passeur, c'est-à-dire la communication, la technicité, les rapports, les relations entre les acteurs, les stratégies d'alliance, les méthodologies, arriver à benchmarker ce qui peut l'être, ce qui est pertinent de l'être. Donc, il y a un travail qui est assez large, assez foisonnant, mais qui nécessite dans chaque activité une attention particulière, parce qu'on est toujours sur le fil en fait, hein. La plus grande menace d'un projet de transformation, c'est qu'il y a un blocage et un retour arrière, comme ce que l'on peut aujourd'hui voir sur le domaine de l'écologie, les backlash qui s'enchaînent avec des dérives notamment autoritaires, libertariennes au niveau politique et géopolitique. Alors, c'est des mouvements qui sont naturels. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ont bougé pour que ça provoque comment dire, objections et de telles réactions du camp d'en face, puisqu'on peut quand même malgré tout parler de camps, hein, puisqu'il y a les camps des progressistes et les camps des conservateurs. Sans parler d'idéologie politique, mais en fait, dans un projet de transformation, il y a les acteurs qui contribuent à préserver le système dans son état et les acteurs qui contribuent à le transformer. Donc, c'est un tiraillement, en fait, entre ces deux communautés. Et donc, c'est normal qu'il y ait des mouvements arrière, hein, c'est ce qu'on appelle des réactions homéostasiques du système. Donc, c'est-à-dire que un système socio-économique, une société, une organisation
et dans un équilibre. Alors, il y a plein de dynamiques à l'intérieur, hein, ça bouge, c'est jamais stable en permanence. Mais grosso modo, ça reste stable. Et puis, quand il y a des menaces, ou en tout cas des chocs qui peuvent provoquer ou des tentatives de putsch, des fonctionnements qui sont mis en place, forcément, le système se rebelle et puis met en place des mécanismes de régulation pour se préserver. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait salutaire. La difficulté, c'est que quand on est une dynamique qui est mortifère pour le système, parce qu'en fait, aujourd'hui, nos sociétés sont déjà en effondrement, hein, donc il y a plein de natures d'effondrement qui sont déjà enclenchées. Ça ne veut pas dire que ce soit des effondrements qui soient irréversibles, mais malgré tout, c'est des effondrements. On peut parler d'effondrement démocratique, par exemple, en ce moment, effondrement de la biodiversité, des écosystèmes, etc. Donc là, on a franchi hier, en tout cas, ça a été acté une nouvelle limite planétaire sur l'acidification des océans. On est en effondrement et donc il est possible, c'est en tout cas pas impossible de limiter cet effondrement et voire même d'imprimer notre trajectoire, mais ça demande une énergie considérable. Voilà. Donc si on revient sur le Odoo, et puis tu m'as tendu la perche avec finalement cet atelier de codev stratégique avec des acteurs qui a permis de... Voilà, c'était un premier crantage du passage à l'échelle, on va dire, voilà, comme ça. Donc je vais en toucher quelques mots. Euh, En fait, c'est quoi? Alors, c'était alors, hop, je vais matérialiser avec une slide comme ça. Ça sera... Hop, voilà. Donc, concrètement, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. On avait une salle qui était remplie de personnes et puis qui discutaient ensemble. Voilà. Donc, on peut dire un espace de réflexion collective. Ce qui est intéressant de voir par rapport à cet espace de réflexion collective, parce qu'il en existe plein d'autres, c'est un peu sa dynamique. Alors, généralement, enfin, en tout cas, quand on parle de ce type d'événement, on parle de concertation citoyenne. Alors ça, comment dire, c'est déjà, alors d'une part, un abus de langage parfois, et d'autre part, une mauvaise approche des sujets de transformation. Pourquoi? Parce que dans concertation citoyenne, il y a deux mots qui ne conviennent pas. Le premier, c'est concertation. Quand on concerte dans un processus, c'est déjà qu'on a déjà une grosse idée de la solution qu'on va mettre en place et on va concerter des parties prenantes pour qu'elles nous donnent un feedback pour savoir si on peut améliorer la proposition ou si elle va passer comme ça ou si elle va rencontrer beaucoup de résistance. Voilà. Donc déjà, la concertation, c'est déjà pas la bonne étape. Il faut mobiliser les acteurs, les parties prenantes sur les sujets complexes bien en amont. Donc, et je vais revenir un peu sur le processus. Et le deuxième mot qui ne va pas, c'est citoyen, parce qu'en fait, le citoyen ne représente qu'une partie prenante. Même s'il y a une diversité de points de vue chez les citoyens, un citoyen est un rôle dans la société qui n'est pas le même rôle qu'un élu, qu'un socio-professionnel, qu'une personne associative, qu'un étudiant, qu'un consommateur, etc., etc. Et donc, les concertations citoyennes sont d'une part trop tard dans le processus, et sont souvent mises pour justifier une décision qui est déjà prise. Et donc, ça se passe mal, généralement. Donc, c'est pas étonnant. Et ne mobilisent que finalement un rôle, c'est-à-dire, généralement, c'est des élus ou les pouvoirs publics qui demandent à des citoyens de s'exprimer sur une proposition, sur un projet, etc. Voilà. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, on n'a jamais fait de concertation citoyenne dans le projet, Olivier, hein, sauf erreur. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'être en amont. Donc, j'aime bien le processus Axio proposé par Olivier Zara, où on a une étape qui est la première étape de s'informer, recueillir de l'information. Ensuite, on a réfléchir. Ensuite, on a concerté. Et puis, après, on a décidé. Et après, on a mettre en pratique. Et après, on a évalué. Voilà. Donc, sur ce processus linéaire, si je considère ce processus linéaire, ce qu'on en a fait dans le Odoo, on était à l'étape réfléchir, qui était juste après la première étape qui était de s'informer. Et donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a on a réuni un échantillon représentatif des acteurs
qu'on imaginait pertinents pour la réflexion sur l'avenir de l'économie du tourisme et des loisirs dans le Haut-Doubs. Et quand je dis représentatif, on avait des élus forcément, on avait des techniciens de collectivités territoriales, on avait des socioprofessionnels, donc des entreprises privées de différents secteurs, on avait on avait des associations, on avait des citoyens et on avait des étudiants. On avait réussi à avoir des lycéens aux différentes tables pour représenter un peu ces différentes sensibilités. Et après, en termes de thématiques, alors bien entendu, il y avait les métiers du loisir et du tourisme dans leur grande diversité dans le Haut-Doubs. Et puis, il y avait aussi des gens qui s'occupaient des forêts, des espaces naturels, des agriculteurs. Il y avait des gens qui étaient plutôt sur la partie foncière, sur la partie économique. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision très large des sujets. Et donc, on avait une centaine de personnes qui représentaient ces différentes sensibilités, ces différentes, ce qu'on appelle intelligence de la situation, et qu'on a mobilisées. Voilà. Donc, alors, cette réunion de travail, en fait, qui est un atelier qu'on a animé avec une méthode qui s'appelle le CODEV stratégique, donc co-développement stratégique, et une méthode qui s'appelle Synergie 4, qui a été développée par Olivier Zara. Je vous laisse aller voir sur Internet et on pourra en parler dans les questions-réponses si vous le souhaitez. C'est une méthode très très structurée, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas la possibilité à chacun de s'exprimer quand il veut pour dire ce qu'il veut et se déroule en 4 grandes étapes clés. Une première étape où les porteurs du sujet, donc là en l'occurrence c'était les élus qui portaient cette responsabilité à l'époque, notamment le président du pays, donc Patrick Genre, que tu as présenté tout à l'heure, qui a finalement introduisait la problématique. Et donc cette problématique, on l'a introduit de plusieurs manières, c'est-à-dire que voilà, donc là c'est la salle, et donc au départ il y a une première étape dans laquelle on avait distribué un document à tous les participants. Donc un document qui fait un récapitulatif de l'ensemble, une vision un peu globale de la problématique. Donc sachant que le sujet, c'était de développer une économie du tourisme et des loisirs qui s'adapte aux menaces actuelles et futures, qui contribue à la vitalité du territoire tout en préservant ses espaces naturels et ses vocations sociales et humaines. Voilà. Donc ça, c'était l'ambition, c'était le sujet qui était posé. Et on avait un document qui faisait un état des lieux de toutes les études préalables qui avaient été menées sur le territoire, notamment par les experts que tout à l'heure dans le domaine du tourisme, des loisirs, de l'environnement, de la biodiversité, etc. Dans ce document, il y a eu des choses qui ont été présentées, notamment une analyse systémique qui avait été réalisée notamment par Claire, qui a été formalisée par Claire, des interactions entre différentes composantes du territoire. Et puis, pour rendre les choses un peu plus accessibles et un peu plus ludiques, vous aviez fait réaliser un film de 10 minutes qui présentait le diagnostic de manière tout à fait réaliste, sans détour, sans comment dire, en rajouter non plus sur la situation dramatique, mais qui précisait les choses et qui ouvrait des perspectives pour le territoire, qui présentait quels pourraient être des axes possibles de développement, et notamment avec l'économie régénérative. Donc, une fois ce temps de travail, ce temps posé, donc on a passé à peu près 20 minutes, 20 à 30 minutes sur cette première étape qui est finalement de donner de l'information aux participants. Derrière, l'ensemble des tables, donc 100 personnes, mais réparties par groupe de 10 personnes, par table, ont posé des questions pour bien comprendre la problématique. Et donc, l'idée, c'était de faire en sorte qu'on ne parte pas tout de suite dans les critiques ou les solutions ou les idées, etc., mais qu'on prenne vraiment le temps avec le collectif de bien comprendre la problématique. Et donc, il y a eu des tours de questions. Je me souviens plus, je sais pas, on a dû avoir 200 ou 300 questions au total sur les tables. Ensuite, les porteurs du sujet, qui étaient des élus et des techniciens des collectivités qui étaient représentés, ont tenté de répondre aux questions. Et c'est là où les élus ont été en difficulté parfois, en disant bah ouais, mais moi, on me pose une question, mais je sais pas répondre. Oui, c'est clair que dans un élu, il doit tout savoir. Aujourd'hui, quand on pose une question à un élu, on attend de lui une réponse. Or, dans des projets complexes comme ça, un élu ne peut pas tout savoir et c'est absolument normal et salutaire qu'un élu
disent à un moment donné, bah, écoutez, je ne sais pas. Et donc, ça a été géré comme ça. Donc, ça a mis beaucoup d'inconfort, hein, chez les porteurs du sujet, notamment les élus qui n'étaient pas habitués à ce fonctionnement. Mais malgré tout, ils ont joué le jeu et ça s'est relativement bien passé. Et une fois que les questions ont été répondues, en tout cas une grande majorité des questions qui ont été répondues, eh bien après, chaque table pouvait se pencher sur est-ce que je partage les éléments de diagnostic? Voilà, quelle est ma réaction par rapport aux éléments de diagnostic? Ensuite, quelles sont les orientations du territoire? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je trouve ça intéressant que les orientations qui me sont proposées? Est-ce que j'en ai d'autres? Si je les critique, pourquoi? Et donc, je m'exprime là-dessus. Ensuite, quelles sont les actions prioritaires qui me semblent importantes de mener sur le territoire? Et enfin, c'est qui veut en être et quels sont les freins et les moyens qu'on peut mobiliser pour que ces actions-là puissent obtenir du succès. Et donc, ce moment-là a été fondateur parce qu'il a permis, alors c'était un peu, au départ, le diagnostic a plombé un peu l'ambiance, hein, dans la salle, puisque c'était, même si les gens avaient entendu parler que la neige, il y allait plus trop en avoir, que le ski, ça allait disparaître, tant qu'ils n'ont pas vécu collectivement, c'était quelque chose qui était encore un peu flou. Et le fait d'avoir vécu le diagnostic avec vraiment une étape dans laquelle ils ont la possibilité de vraiment comprendre en détail les informations, d'où elles viennent, pourquoi, etc., etc. Globalement, il y a eu plutôt comment dire, les gens ont acté du diagnostic et se sont dit, ouais, non, ok, ok, on peut plus dire que c'est autrement. Et donc maintenant, ils se sont mobilisés pour pouvoir envisager la suite. À la suite de cet atelier-là, il y a eu d'autres ateliers qui ont été déclenchés grâce aux résultats et aux actions prioritaires qui ont été identifiées, aux sujets clés. Donc, d'autres ateliers thématiques qui ont été menés avec les mêmes personnes parfois, avec d'autres personnes quand c'était nécessaire. Donc, ce qui est important, c'est de réunir les bonnes personnes au bon moment et surtout de faire appel au volontariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre les gens par la main s'ils ne sont pas prêts pour venir dans un processus de transformation. Eh bien, on fait avec les gens qui sont là, même si j'aimerais avoir 100 personnes et s'il y en a 3, ben, je fais avec ces 3 personnes et j'avance. Voilà. Et donc, il y a différents ateliers qui se sont mis en place et du coup des actions concrètes. Et ensuite, notamment, moi, ce que je peux exprimer, c'est qu'on a eu l'occasion de mener des études après avec un golf et un camping qui étaient volontaires à réfléchir, à penser leur modèle économique au travers du filtre de l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy. Et donc, l'idée, c'était, parce qu'ils avaient des problématiques concrètes d'entrepreneurs, c'était de décaler le regard avec un autre référentiel et de voir quelles opportunités ils avaient à envisager à envisager leur métier, leurs pratiques, leurs services, leur business de manière très différente au travers de la grille de l'économie symbiotique. Voilà. Peut-être juste ajouter effectivement que dans ce foisonnement d'actions, en fait, on a eu besoin aussi de mettre un filtre, entre guillemets, donc une espèce de grille de critères qui nous permettent de challenger un peu les émergences, entre guillemets, parce qu'une une émergence qui va toucher son objectif, c'est pas du foisonnement désordonné, parce que sinon on part dans des trucs qui peuvent être hors sol. Donc c'est toujours apporter de la contrainte dans la créativité, dans l'intelligence collective. Et on a élaboré donc des critères issus de la pensée d'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy, économie régénérative, hein, voilà, qui nous ont permis un peu qui nous permettent et qui ont permis à Claire de finaliser du coup des actions avec des niveaux d'avancement qui sont différents, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire ou les actions sans regret, c'est-à-dire les actions qui sont assez évidentes et assez faciles à mettre en œuvre. Il y a des actions un peu plus au long cours, mais qu'on doit pouvoir engager tout de suite, mais comme tu le disais, adaptables au contexte. Et puis, il y a des idées un peu plus longues à mettre en place. Et je m'arrête là, je te laisserai conclure, mais c'est pour te dire que derrière, en fait, ça a déclenché quelque chose d'inattendu pour nous auprès justement des décideurs, notamment du président du pays, qui au début de la démarche était OK pour une planification, et ça aussi, donc
on est venu percuter la pensée classique de l'action, qu'elle soit dans une organisation ou sur un territoire, se fait par de la planification. Donc, on venait heurter ça, mais on a joué le jeu en disant, OK, on va faire une planification à 5 ans, si tu veux, Patrick. Et ça s'est transformé après cette expérience de 2023 en Patrick qui dit, en fait, on est en train de construire une stratégie 2040. Et alors là, moi, c'était complètement inattendu qu'il fasse ce cheminement-là. Et aujourd'hui, donc, le master plan, donc, parce qu'on l'a appelé comme ça, parce que la terminologie est hyper importante et il faut jouer avec les règles du système. Le système a besoin d'entendre plan. OK, on va lui donner du plan. Pas de souci. Après, c'est ce qu'on met dans le plan qui est important. Et donc là, il va être signé officiellement le 14 octobre, hein, mais ça fait une bonne année qu'il est prêt. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais bon, il va être signé et voilà. Et donc ce plan, il y a la moitié qui est consacrée à la méthodologie. Et cette méthodologie, elle acte définitivement l'existence de ces communautés d'acteurs, de ce processus d'émergence, cette grille qui à la fois permet d'évaluer, mais aussi permet de faire émerger dans un cadre qui ne soit pas trop diffus, l'approche systémique, etc. Et donc, voilà, c'est quand même un document qui, à mon avis, est très, très innovant. Et donc, il va être acté bientôt. Et alors, symboliquement, alors, je ne vous le livre pas, mais la première page, c'est le tourisme 2040. Il n'y a pas un flocon de neige. C'est clair et du coup, je partage ça et ça effectivement, ça fait une bonne transition pour la conclusion. Tu parlais de critères. Effectivement, alors tout ce travail-là aboutit à quoi? Parce qu'on parle d'action, on parle d'expérimentation, et cetera. Autant au départ, on ne sait pas trop exactement où on va et progressivement, on pose un cadre et on imagine que la transition ne peut s'opérer que si ce cadre est respecté. Et donc, il y a besoin de soutenir des projets qui rentrent dans ce cadre, dans la stratégie du territoire, et puis de laisser de côté, en tout cas de ne pas encourager des projets qui ne correspondent pas à ça. Et effectivement, ce master plan qui sera dévoilé, qui est un travail extraordinaire qui a mené notamment Claire avec l'équipe qui est aujourd'hui sur le sujet, les socioprofessionnels, tous les acteurs qui sont impliqués dans différents projets, eh bien, se base sur des critères, c'est-à-dire qu'on a un filtre qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'un projet, d'une ambition, d'une réalisation, et on va regarder si cette ambition, on va le passer au tamis de critères. Et donc là, les critères que j'affiche à l'écran sont des critères voilà, que je ne vais pas détailler ici, parce qu'ils seront détaillés dans le master plan, et on aura probablement l'occasion de refaire un épisode avec Claire sur le sujet. Mais c'est-à-dire que tous par exemple, moi, je voudrais développer une activité de location de vélo. Voilà, donc truc très concret. Eh bien, je vais prendre cette activité, cette intention de développer cette activité de location de vélo au travers de critères qu'on s'est donnés. Et l'idée, c'est de bonifier le modèle économique de ce service-là pour faire en sorte qu'il coche le maximum de cases par rapport à l'ambition du territoire en termes de développement de son économie. Et donc, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on va aider le porteur du projet à faire l'ingénierie de son projet, à l'améliorer au travers de cette grille. Ensuite, si le projet coche un certain nombre de cases à ce compte-là, il va être soutenu. Donc, il peut être soutenu soit par des subventions publiques, mais ça peut être aussi simplement de la communication ou de la mise en relation de partenaires, de la création de synergies entre différents acteurs qui ont des projets similaires et sur lesquels il peut y avoir de la mutualisation et de la synergie, de l'entraide. Et on va ensuite, une fois que le projet sera mis en place, eh bien, l'évaluer régulièrement au travers de ces critères et de voir finalement si ce qu'on a mis en place répond vraiment à l'ambition de départ. Si c'est le cas, eh bien, on va chercher à pousser encore plus loin le modèle, donc toujours dans une stratégie d'excellence. En fait, on va améliorer en permanence le modèle économique pour l'emmener encore plus loin au regard des critères du territoire. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, on voit si c'est possible de corriger le tir, ou alors l'idée, c'est d'abandonner l'activité qui ne correspond pas à l'ambition du territoire. Voilà.
Donc ça, effectivement, c'est la prochaine étape. Et moi, si j'étais un peu plus loin sur le projet avec Claire, Claire a aussi cheminé avec des acteurs. Donc voilà, la suite de l'histoire, nous ne l'avons pas complètement vécu. Et donc on reviendra probablement dans un épisode plus tard avec un retour d'expérience avec d'autres invités. Voilà. Nous arrivons effectivement à 19h11 et effectivement merci Olivier d'avoir surveillé un peu le temps parce que je suis aussi bavard. Il est maintenant possible si vous souhaitez poser des questions. Alors nous avons une première question. Dans la démarche que vous avez menée, en particulier pour le choix des critères, avez-vous intégré les critères relatifs aux différents dispositifs de financement existants, tels que par exemple le dispositif Leader qui paraît adapté pour participer au financement des projets du master plan? Si oui, comment les avez-vous intégrés et sinon, pourquoi? Olivier, je te laisse peut-être répondre, puis Ouais. je pourrais ajouter 2-3 éléments. Ouais, salut Christophe, merci de ta question. Non, il n'y a pas de critères parce qu'en fait, les financeurs sont embarqués depuis le début dans le projet. Donc la région qui est à la fois garante des politiques régionales en termes de subventions régionales, mais aussi gestionnaire des crédits européens. Donc ils sont embarqués depuis le début. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions bilatérales pour que, en fait, ils ont accepté que ce master plan ne rentre pas dans leur case habituelle, parce qu'en fait, la région est plutôt habituée à fonctionner en ce qu'ils appellent des contrats de station. Et ce qu'on a apporté est un ovni, et ils ont joué le jeu. Et je pense que ça aussi, c'est un bon retour d'expérience. Donc la région a joué le jeu, l'État a joué le jeu. Le département, ce qui est normal puisque le département est très présent sur ce territoire, mais que l'État a joué le jeu parce qu'il est embarqué aussi depuis le début avec le commissariat de massif. Donc ta question est hyper intéressante parce que ça montre quand même que on peut, alors pas tordre complètement les règlements, mais ça veut dire que les personnes dans les institutions qui gèrent ces crédits européens ont pris sur eux de faire rentrer nos critères dans leur grille d'analyse, entre guillemets. Donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant, hyper important que un peu chacun prend sa part un peu dans le truc. Et il n'y a pas de petite aide. Et cette aide-là, il est précieux. Et en fait, c'est vrai qu'on avait d'extrêmes bonnes relations. Et aussi, j'en profite parce que moi, ça m'a toujours marqué que à chaque fois, mon président prenait le soin de remercier les services de l'État, de remercier les services de la région, et pas par flagornerie, parce que je le connais bien, parce qu'il sait derrière toutes les facilitations de mécanique administrative. Et on ne va pas se mentir, moi j'en ai fait des dossiers européens, c'est des usines à gaz sur des critères, des grilles d'analyse, égalité homme-femme, développement durable. On écrit toujours la même chose, je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais en fait ça n'a pas beaucoup de sens. Bref, mais de se dire, OK, nous, on va digérer ça, mais le fond est là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Non, c'est clair. Et effectivement, on n'a pas parlé du rôle du commissariat de massif, mais dans le passage à l'échelle, mais on a eu un appui vraiment très intéressant au niveau du commissariat de massif, donc qui était décisif dans des périodes où justement il fallait construire le leadership du pays. Ça a été des jeux d'alliance en fait qui ont permis finalement d'installer une gouvernance resserrée, mais qui est efficace, quoi. Je sais pas si ça te fait sourire. Non, oui, parce qu'il y avait des coups de fil réguliers entre nous et la commissaire de massif du Jura pour dire, écoute, là, si tu peux, juste faire un petit coup de fil au président du pays, juste pour voilà, lui dire qu'il est sur la bonne voie, ou au contraire, peut-être qu'il rectifie. C'est des petites choses, en fait, qui sont fondamentales. Et quand tout s'aligne, que vraiment tous ces acteurs de la chaîne s'alignent, ouais, c'est puissant, en fait. Et, par contre, c'est vraiment des rouages à construire. Et donc, il ne faut pas les négliger du tout. Enfin, en fait, tout le monde est utile, et hyper utile. Et c'est vraiment sentir que chacun, à son niveau, a une vraie capacité et de blocage, mais aussi de facilitation. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on a fait ensemble. En fait, quand tu es venu me trouver, tu m'as dit, bah voilà, Stéphane, aide-moi à comprendre ce qui se passe dans mon projet. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une modélisation de l'écosystème d'acteurs. Donc, on a identifié quelles étaient toutes les parties prenantes et quels étaient les messages qu'elles s'échangeaient pour identifier celles qui
allaient dans le sens de la démarche, celles qui étaient plutôt en résistance, celles qui pouvaient mettre de l'énergie positive, et les jeux d'alliance. Donc, c'est important de comprendre comment fonctionne l'écosystème, non pas pour le manipuler au sens manichéen du terme, mais pour faire avec ce qui existe et malgré tout emmener sa barque. Peut-être juste pour revenir sur les critères de financement, ça fait partie de la problématique. C'est-à-dire que si on s'était mis en tête, il faut respecter les critères, les cadres de financement, en fait, on se serait collé au sol. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas pu mener le projet tel qu'il a été développé, parce que les critères des projets de financement, etc., sont pensés dans le paradigme qui n'est pas adapté. Et notamment, moi, pour avoir participé à des GAL Leaders pendant plusieurs années, en tant qu'acteur privé de ces comités d'attribution des financements, en fait, ce que j'en ai compris, c'est que ce pas des dispositifs qui peuvent financer l'innovation. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est des dispositifs qui financent, in fine, globalement, du fonctionnement des acteurs qui font de l'animation sur le territoire. Parce qu'en fait, les collectivités peuvent déposer des dossiers de manière assez facile et ça leur permet de financer des postes d'animation de la démarche. Par contre, quand on est un acteur privé, on a une idée de développement et qu'on aimerait bien mobiliser des subventions, eh bien, en fait, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée complètement définie, il faut avoir des devis qui permettent de réaliser cette idée, et ensuite, il faut avoir des subventions déjà pour pouvoir augmenter la subvention initiale avec du leader. Et en fait, tout ça, ça prend tellement de temps, surtout quand on fait de l'innovation, puisqu'on ne sait pas exactement où on va, qu'en fait, derrière, une fois qu'on a la possibilité d'avoir de l'argent, l'idée est complètement devenue obsolète et il faut repartir à zéro. Voilà. Donc, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai de leader ne permet pas de financer de l'innovation. Et donc, si on rentre dans les cases de leader à un moment donné, comme l'a dit Olivier, il y a une synergie qui se crée et tant mieux. Du coup, on bénéficie de ça, donc ça devient une opportunité. Mais on ne peut pas s'en faire un cadre de départ, une condition, une hypothèse de base, parce qu'on sait qu'on plombe la dynamique de transformation. Voilà. J'ajoute aussi une anecdote, par exemple, sur la communauté d'acteurs des métiers, où on avait construit ce projet avec les acteurs socio-économiques, et on avait réuni tous les organismes, formation, Pôle emploi, etc. Enfin, donc il y avait, et quand on présente notre diagnostic et notre projet, en fait, tous les acteurs, tous les institutionnels disent c'est bon, nous on a tous les dispositifs adaptés pour répondre à vos besoins. Et en fait, on leur dit, mais non, en fait, vous avez vu que c'est pas du tout adapté et qu'il faudrait qu'on torde tous vos règlements. Et donc, je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sous, puisque visiblement, vos dispositifs ne sont pas consommés. Et là, ça a jeté un froid. Et quelques mois plus tard, en fait, on a pu répondre à un appel à projet et on a obtenu qui était ouvert, très ouvert, mais c'était les conditions dans lesquelles on pouvait obtenir de l'argent. Sinon, non. Mais voilà, c'était intéressant cette réaction. Et là, on n'a pas pu autant bâtir de partenariats comme on l'avait fait avec la région et l'État pour le master. Non, et puis ça se comprend en fait. L'enjeu de la réglementation, c'est de mettre des cadres de protection. Et donc, plus on est dans un contexte dans lequel il y a des ressources qui sont limitées, donc on veut faire attention au budget, on veut faire attention à là où part l'argent, plus on met de systèmes de protection et de contraintes, et qui sont eux-mêmes improductifs par rapport aux enjeux d'innovation qui nécessitent. Et quand je parle d'innovation, je ne parle pas d'amélioration du passé, mais je parle d'innovation de rupture, de changement de paradigme dans lequel, finalement, il est impossible de déterminer à l'avance vers où on va, quoi. Et donc, c'est le problème des marchés publics, par exemple, qu'on rencontre, c'est-à-dire que les marchés publics sont là pour protéger l'argent du contribuable et avoir un achat le plus efficient possible. Mais ça a été pensé dans un monde compliqué et ça n'a pas été pensé dans le monde du complexe et ça pose beaucoup de problèmes. Alors, il existe des possibilités, mais même si le cadre réglementaire le permet, les services de contrôle au sein des organisations, hein, les audits internes, les services achats qui sont essentiellement drivés par plutôt des professions juridiques et administratives, eh bien, n'ont pas la manière d'approcher les sujets qui leur permet de rendre compatible le cadre réglementaire avec des besoins d'innovation. Voilà. Alors nous avons 3 questions et nous avons décidé d'y répondre en bloc puisqu'elles se complètent.
Donc la première, c'est au regard des besoins en financement de tels projets, nous pouvons nous inquiéter de la réduction drastique des enveloppes budgétaires ces derniers mois et qui devrait s'accentuer les années qui viennent. Ceci alors qu'il n'a jamais été aussi urgent de réussir de multiples redirections. Quel est votre regard sur le sujet ? La seconde, vous utilisez le terme de protection pour désigner ce qui envoie nos sociétés dans le mur. Ne pensez-vous pas que la protection vient plutôt des démarches de transition ? Et enfin, la troisième, vous parliez des cadres administratifs et réglementaires qui nous enferment. Je suis moi-même fonctionnaire. On a soi-même de la difficulté à sortir de ces cadres complètement obsolètes alors que nous sommes convaincus qu'il est indispensable de s'en affranchir. Comment sortir de ces cadres alors qu'effectivement les enveloppes budgétaires se réduisent ? Ouais, c'est intéressant, les deux questions se répondent. Du coup, Olivier, je te laisse. Oui, ça me fait penser effectivement ou au cheval de Troie ou au pied dans la porte. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus trop le choix. Alors que d'avancer masqué un peu au début, alors, tu me reprendras, Stéphane, mais c'est vrai que en fait, il faut faut être un peu conformiste au départ et d'être attentif à toutes les opportunités parce qu'il y a de l'argent effectivement, mais qui est mis dans les processus de complication ou effectivement dans quand je vois des cahiers des charges aujourd'hui qui sortent sur, comme tu le disais, l'innovation, quand je vois sur le domaine de l'eau où il faut avoir des approches de la complexité, mais en fait on nous impose un cadre qui n'est pas du tout le bon. Bon, moi je réponds, mais je me dis, je vais à un moment donné hacker le système parce que voilà. Mais en faisant ça, en fait, en tant que, alors soit on y laisse des plumes quand on est à l'intérieur des organisations et des institutions, c'est ce que tu disais, Patricia, c'est je donne un supplément d'âme pour être à la fois dans le cadre et en même temps en sortir, mais pour l'avoir fait, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un supplément d'énergie, un supplément de dépenses et de stress et de fatigue et en fait voilà, il faut être un aventurier dans une. Je me souviens d'un témoignage d'une responsable de bibliothèque dans une banlieue parisienne qui en fait désobéissait à son chef parce qu'elle faisait de l'appui à la lecture. Elle n'avait pas le droit de le faire, mais c'était son comment dire, son acte de chevalier. Elle disait que je suis un chevalier. Donc ouais, des chevaliers, ok, mais des chevaliers s'épuisent. Et puis quand on est prestataire, maintenant je le vis aujourd'hui, c'est vrai qu'on accepte et Christophe aussi, on accepte de bouffer parfois des jours et ça c'est pas viable. Et en fait, j'ai entendu dernièrement quelqu'un, je crois que c'est Lucas Vérel qui est dans une conférence qui dit en fait quand on devient transitionneur, en fait on accepte d'être smicard ou voire chômeur parce qu'en fait c'est dur quoi. Alors moi j'ai aujourd'hui pas beaucoup de solutions. Je crois encore qu'il y a des opportunités à rentrer, à faire croire au début et puis à vite en créant des liens de confiance, à dire en fait tu vois on pourrait travailler comme ça et réaménager les choses et quand on est dans des institutions ou dans des entreprises, se dire je profite d'un projet qui est parti pour le faire bifurquer avec les moyens de ce projet. Et c'est vrai qu'on pense souvent la transformation comme étant des moyens un plus, et d'ailleurs on le présente comme ça, le rapport de la Cour des comptes dit il faut tant de milliards pour la transition. À la fois c'est bien, mais en même temps ça pose tout de suite un problème de la mauvaise manière en fait. Voilà, c'est pas la question en fait, c'est qu'est-ce qu'on enlève pour voilà, il faut se donner donc c'est de la redirection de moyens, c'est pas réinventer la planche à billets. Donc voilà, je te laisse, moi c'est un peu confus. Toi, Non, mais ça rejoint un peu ce que je voulais dire. En fait, alors il y a une première réaction de Patricia sur est-ce que le cadre que j'ai appelé protecteur est aujourd'hui protecteur. Alors non, en fait, c'est la problématique. C'est-à-dire que quand je dis le cadre est protecteur, c'est au regard d'un système qui cherche à maintenir son équilibre et à maintenir son fonctionnement. Et donc, nos sociétés sont bâties pour se préserver dans le fonctionnement qu'elles ont construite d'années et de centaines d'années durant, et on va dire depuis la révolution industrielle en particulier, avec une économie qui fonctionne grâce à l'extraction de ressources et la production de déchets, transformer la nature en déchets, comme le rappelle aussi souvent Arthur Keller. Donc, quand je dis cadre protecteur, c'est ça, c'est-à-dire que nos mécanismes de fonctionnement nous permettent de préserver un système qui
hélas, nous savons, nous emmène dans le mur. Donc c'est effectivement, c'est pas protecteur. Et est-ce que c'est la révolution? En fait, le problème, c'est que le grand soir n'existe pas dans le sens où on est trop petit. Aujourd'hui, on n'a pas atteint la masse critique aujourd'hui et on n'est pas, quand je dis on, c'est si je compte chacun d'entre nous dans la même communauté de valeurs des transitionneurs, nous ne sommes pas nombreux d'une part, nous ne sommes pas reliés et nous n'avons pas les outils de pouvoir à notre disposition. Donc en fait, on est des virus dans un corps humain et le corps humain se défend et nous on essaye de faire de la manipulation génétique pour emmener le corps humain ailleurs, pour le transformer en éléphant ou en je sais pas quoi, ou en tardigrade. Ouais. Donc après, par rapport au financement, est-ce que oui, on est dans une période où, alors, on a beaucoup insisté sur la dette, mais après, il y a beaucoup d'effets de langage et enfin, on est dans une période où il y a énormément d'ambiguïté qui s'installe et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, hein, l'ambiguïté, c'est peut-être le pire. C'est-à-dire autant on voit l'incertitude, autant on voit la complexité, autant les informations qui changent, on les voit, la volatilité. Mais l'ambiguïté, on a tendance à pas la voir. Et donc, du coup, cette ambiguïté, on le voit, hein, créer des clivages idéologiques, des clivages cognitifs, etc., qui contribuent au fait que on est des représentations du monde qui sont complètement erronées. Et je me mets le premier là-dedans. C'est-à-dire, moi, j'ai une vision du monde, une compréhension du réel, et je sais qu'elle est fausse. En tout cas, j'espère qu'elle est pas trop fausse, mais je sais qu'elle est partielle et qu'elle est fausse. Et tout ça pour dire que on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que là, en ce moment, le discours, c'est la dette, etc. Effectivement, il y a une dette. Après, c'est une question de politique. C'est-à-dire, d'une part, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, pour financer quelle priorité. Et puis après, c'est ce déficit, aujourd'hui, structurel de notre pays, si je prends la France, il sert quels intérêts, en fait? Il sert à quoi? Et il faut se poser la question des bénéfices secondaires. Et il y a une hypothèse que j'ai trouvée intéressante qui est de se dire, ben, heureusement qu'il y a la dette parce que ça permet à des acteurs qui ont de l'argent de faire des placements financiers dans une solution, dans un actif qui est peu risqué. C'est-à-dire que la dette de la France est aujourd'hui malgré tout bien cotée. Et donc, du coup, ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, plutôt que de le garder dans leur matelas, eh bien, ils peuvent le placer sur des actions, faire fructifier, etc. Donc finalement, la dette est aussi un outil au service de l'économie financière qui représente 20 à 30 fois l'économie réelle. Hein. Ça, c'est important. Donc, pour revenir sur la question de manière très pragmatique sur est-ce que dans la période dans laquelle ça va être plus compliqué de financer les projets de transition, alors c'est pas parce qu'il y a moins d'argent, je pense, c'est parce qu'en fait il n'est pas fléché au bon endroit. Et je rejoins ce que tu disais, Olivier, c'est que de l'argent, il y en a disponible. J'ai écouté une intervention d'Arthur Keller aussi qui disait que il introduisait ses propos en disant qu'il n'y a jamais eu autant d'argent disponible sur la planète qu'aujourd'hui. Pour autant, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on met cet argent pour maintenir un système qui préserve des fonctionnements qu'une partie de la population sait qu'elles sont mortifères pour notre civilisation et le vivant? Ou est-ce qu'on est en capacité d'aller choper ponctuellement des ressources pour les mettre ailleurs? Et donc, ça, c'est de manière un peu macro. Et de manière très micro, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est réfléchir, comme disait Olivier, à ce qu'on renonce à quoi? C'est-à-dire que dans mon budget, dans mon enveloppe budgétaire, qui est certes restreinte, mais qu'est-ce que je continue à financer et qu'est-ce que je refuse de financer pour pouvoir dégager des marges de manœuvre? Donc ça, c'est valable pour l'argent, mais c'est valable pour tout. C'est-à-dire que c'est valable aussi pour le temps que j'ai à disposition d'un projet. Est-ce que je mets mon temps disponible pour gérer les problèmes administratifs qui me sont imposés par un système qui est devenu de plus en plus compliqué de contrôle, etc. Ou est-ce que je trouve des marges de manœuvre pour faire en sorte que ce temps-là, eh bien, je prenne peut-être une part de risque et je l'affecte sur des tâches qui me nourrissent plus intellectuellement, qui nourrissent le projet de vie que j'ai. Et donc, on est toujours là-dedans, en fait. Hein. Il y a rien ne se crée, rien ne se perd, même si l'argent, ça n'obéit pas tout à fait à cette règle-là. Mais c'est de voir comment on peut finalement faire les vases communicants avec des ressources, rediriger des ressources, quoi. C'est vraiment la redirection, le sujet. Hein. Voilà.
C'est comment on redirige les énergies, les méthodes, les ressources. Voilà. Ce que l'on peut annoncer avec Olivier, c'est que donc là, la partie webinaire par rapport aux passeurs, donc du coup, se termine. Donc au livre sur Métabier, au livre par rapport à Métabier. Par contre, on va enclencher une nouvelle série de webinaires ou de vidéos, mais on va essayer de le faire en direct, qui seront des retours d'expérience où, avec Olivier, nous allons inviter des personnes de territoire et qu'elles puissent nous raconter ce qu'elles ont vécu et qu'on fasse des parallèles entre les différentes expériences. Donc sous forme de retour d'expérience avec un ou deux invités à chaque fois sur un projet concret qui a été mené ou qui est en cours en lien avec les enjeux de la transformation. Voilà. En France ou au Québec ou ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on aura des invités probablement Maroc, peut-être avec Amine. Effectivement, il y a des choses à aller chercher du côté du Québec avec ce que tu fais notamment sur l'eau, en France, en Suisse aussi. Donc voilà, on a un réseau de belles personnes qui ont vécu de belles expériences et avec qui on a partagé des tranches de vie et qu'on va inviter. Voilà. Donc le prochain épisode, ce sera le 27 novembre en principe. Voilà, donc on a un peu de temps pour se préparer. Et le sujet, il n'est pas encore complètement calé, donc on attend quelques jours, quelques semaines pour pouvoir annoncer qui sera notre premier invité. Voilà. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Oh merci à vous tous. Et puis moi je vais au moins recroiser bientôt Christophe et Mickaël. Patricia, au plaisir, peut-être au webinaire PIP où j'interviens bientôt sur le rôle du récit dans la transformation. Et puis voilà, et puis au plaisir. Hein. Merci à tous. Le dernier mot, c'était pas terrible. Hein, mais bonne soirée à tous. À cette heure-ci, à 19h50, ça marche. C'est ça.